Et aujourd'hui, nous allons vous parler des 4 piliers qui feront de vous un entrepreneur à succès. Ça y est, vous avez pris la décision et vous allez faire le grand saut, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Une fois que vous avez identifié cette fois-ci l'idée pour votre entreprise, qu'est-ce qui va fonctionner selon vous, que vous avez fait une étude de marché pour savoir quelle va être la demande à laquelle vous allez répondre et que vous avez enfin finalisé votre business plan pour savoir comment est-ce que vous allez réussir à vendre votre idée, eh bien, il faut passer au concret. Et le concret, c'est les étapes où vous allez devoir éviter les erreurs et les embûches pour ce qui concerne les décisions juridiques, fiscales, sociales et financières. Et avant d'aller au concret, on vous invite à aller nous mettre une note de 5 étoiles sur notre podcast L'Art de la Gestion Patrimoniale sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer, car oui, on a besoin de vous en tant qu'auditeur pour continuer à créer ce contenu de qualité. Et c'est en vous abonnant et en mettant la note de 5 étoiles que vous pouvez nous aider à continuer à grandir. Et oui, dans le monde complexe de l'entrepreneuriat, il est essentiel de bâtir des fondations solides pour assurer la croissance et la pérennité de son entreprise. Ainsi, pour cela, nous allons explorer les 4 piliers indispensables qui permettront à un entrepreneur de répondre pleinement à ses objectifs, assurant ainsi une réussite durable dans son parcours professionnel. Nous allons donc aborder 4 piliers qui font qu'un entrepreneur cochera toutes les cases pour répondre à l'ensemble de ses objectifs. On va parler donc du juridique, du fiscal, du social et du financier. Et on commence par la partie juridique, puisque c'est la première chose à laquelle vous allez devoir réfléchir une fois que vous aurez déjà toutes les idées sur votre business. Le juridique, ça correspond à quoi ? Eh bien, quand on est entrepreneur, il faut choisir dans quelle structure on va exercer notre activité professionnelle. Et là, le choix, il est plutôt large. C'est-à-dire qu'on va pouvoir opter soit pour une SAS, une société par action simplifiée, une SARL, une société à responsabilité limitée, ou même une micro-entreprise. Comment choisir ? Eh bien, on va essayer de vous donner quelques clés pour prendre votre décision. Et oui, la structure juridique impactera les 3 autres points, donc le financier, le fiscal et le social. On en parlera après. Mais déjà, sur cette structure juridique, vous devez savoir qu'il existe des différences entre être en micro-entreprise, en SAS ou en SARL. Par exemple, quand vous êtes en SARL, vous ne pouvez pas avoir de plus de 100 associés à l'intérieur d'une SARL, alors que dans une SAS, vous pouvez avoir de nombreux associés et il n'existe pas de maximum. C'est pour ça que la SAS est souvent utilisée pour lever des fonds et pour faire rentrer de nouveaux investisseurs. De la même manière, la SARL permet une protection en termes juridiques moins importante que la SAS. On y viendra par la suite. Point important également, quand vous faites une SAS ou une SARL, vous créez donc une société, il faut réaliser des statuts et ces statuts, vous devez être accompagnés car vous pourrez ajouter à ces statuts par exemple un pacte d'associés si vous êtes plusieurs pour vous protéger en cas de décès d'un des associés ou en cas de départ de l'un de vos associés. C'est très important d'être accompagné sur la partie juridique par un avocat fiscaliste pour réaliser vos statuts. C'est vrai que la structure juridique, c'est très important et si vous ne passez pas par une société, alors vous êtes souvent en auto-entreprise et en micro-entreprise si vous ne dépassez pas certains plafonds. Mais c'est vrai que c'est important de comprendre que de cette structure juridique, quand vous allez la choisir, SAS, SARL, on parle aussi d'EURL ou de SASU, c'est le même principe, c'est quand vous êtes seul. La SASU, c'est quand vous êtes seul à la tête d'une SAS et l'EURL, c'est quand vous êtes seul à la tête d'une SARL. Ouais, exactement, Jérémy. Je pense que tu as fait un bon point sur tout ça. Il faudra simplement rajouter quelques différences. Si on choisit la SARL, on sera considéré comme un gérant, majoritaire ou minoritaire selon le nombre de parts que l'on détient, car en SARL, on parle de parts sociales, justement. À l'inverse, une SAS, donc une société par action simplifiée, eh bien, c'est dans le nom, on va avoir des actions, c'est des titres qui sont détenus par le président et le directeur général ou le président-directeur général, selon si on est seul ou plusieurs. Exactement, en fonction du nombre d'associés, vous avez un président, un directeur général, puis d'autres associés. Mais en tout cas, ce sont bien des actions qui sont détenues dans la SAS. Et on va parler du deuxième point, c'est la fiscalité. Comment est-ce que ça se passe en termes de fiscalité quand on est entrepreneur et qu'on a choisi d'exercer au sein d'une SAS ou d'une SARL ? Eh bien déjà, tout au long de l'année, vous allez vouloir vous rémunérer. C'est bien normal, vous êtes entrepreneur, vous voulez une rémunération pour le travail que vous faites. Eh bien, cette rémunération, ça va être considéré comme de la charge au niveau de la société et pour vous, ça va constituer un revenu qui va donc tomber dans votre rémunération imposable et qui sera imposé selon le barème pour la rémunération, qu'on soit en SARL ou en SAS. Il reste donc à la fin soit un bénéfice qui sera imposable au niveau de la société à l'IS
Ou alors, il ne reste rien, à ce moment-là, il n'y a pas d'IS dont on parle. Si vous avez réalisé un bénéfice après avoir fait votre rémunération, ce bénéfice, il va être imposé à l'impôt sur les sociétés. Comment est-ce que ça se passe? C'est 15% sur les 42 500 premiers euros de résultats nets, et au-delà, on passe à 25%. Vous comprenez donc qu'ici, on a deux fiscalités distinctes. Il y a une fiscalité sur la rémunération que vous vous versez en tant que dirigeant. Ici, vous allez passer au barème de l'impôt sur le revenu. Et pour ce qu'il restera après cette rémunération dans la société et qui sera un bénéfice, il y aura une nouvelle imposition qui est cette fois-ci l'impôt sur les sociétés à 15 ou 25%. Et ça, c'est pour la partie société, et il fallait avoir opté, bien sûr, pour l'impôt sur les sociétés, pour avoir cette fiscalité-là. De côté du micro-entrepreneur, vous bénéficiez d'abattements en fonction de votre activité, BIC, BNC ou BA. Cette activité va donc vous permettre d'avoir un abattement qui peut aller de 34% à 71% pour les plus chanceux. Cet abattement vous permet donc d'avoir une base imposable plus faible, car oui, en micro, c'est votre chiffre d'affaires qui est regardé. Si vous avez fait 100 000 euros de chiffre d'affaires et que vous n'êtes pas au-dessus des seuils pour bénéficier des abattements, à ce moment-là, vous avez un abattement que vous appliquez, ça vous donne un résultat et ce résultat est imposé à l'impôt sur le revenu. Si en plus de ça, votre chiffre d'affaires ne dépasse pas un certain montant, qui dépend de plusieurs critères, vous pouvez opter pour l'impôt au prélèvement libératoire. Sinon, vous êtes bien à l'impôt sur le revenu directement dans votre foyer fiscal. Et donc la différence ici, c'est que vous êtes imposé sur un chiffre d'affaires et non pas sur le réel revenu que vous avez touché. Donc là, Jérémy, on comprend entre guillemets que la micro-entreprise, ça peut être très intéressant pour démarrer une activité, mais à partir d'un certain montant de résultats et de chiffre d'affaires, il faut peut-être opter justement pour une structure qui sera opaque fiscalement et qui va nous permettre d'encapsuler les revenus comme la SAS ou la SARL. Ouais, exactement Guillaume, parce que c'est vrai que c'est important d'encapsuler ces revenus dès qu'ils deviennent trop importants. Sinon, imaginez bien que l'abattement n'aura plus aucune utilité. Vous allez vous faire détruire fiscalement, tout simplement. Allez, on va aborder le troisième point, le social. Et le social, pour commencer, déjà, quand on est en micro-entrepreneur, auto-entreprise ou micro-entrepreneur, on paye des cotisations sociales qui s'appliquent encore une fois sur le chiffre d'affaires et le pourcentage dépend de votre activité. Il peut aller de 12% à 21% du chiffre d'affaires. Donc le montant peut être important. Pour par exemple 50 000 euros de chiffre d'affaires, si on a des cotisations sociales à payer de 21%, ça fait à peu près quand même 10 000 euros de cotisations sociales à sortir. Maintenant, on va parler de la société. Et là, il y a une différence majeure entre SARL et SAS. Et oui, on en a parlé au début dans le premier point sur la structure juridique. Si on opte par exemple pour une SARL ou une EURL, si on est seul en tant qu'associé, eh bien on sera considéré comme un travailleur non salarié, un TNS. Tandis que si on a opté pour une SAS ou une SASU, si on est seul encore une fois, à ce moment-là, on sera assimilé salarié. Quels vont être les impacts de ces choix-là? Eh bien, c'est tout simplement en termes de cotisation sociale qu'il va y avoir une différence. Je rajouterai juste un point, si on est bien gérant minoritaire d'une SARL, on est également assimilé salarié. Mais c'est très important, effectivement, Jérémy. Et donc, ces cotisations sociales sont totalement différentes, comme vient de le dire Guillaume. Et oui, exemple, pour un salaire de 2 000 euros par mois quand on est en SARL, on va devoir rajouter 900 euros de charges sociales qu'on va payer à l'URSSAF. Et ça, c'est pour les travailleurs non salariés. Alors que pour les assimilés salariés, donc les présidents de SAS par exemple, qui sont donc président ou directeur général ou n'importe quel associé de SAS, lui est considéré comme un assimilé salarié et devra payer cette fois-ci non pas 900 euros de charges sociales pour 2 000 euros par mois, mais 1 600 euros de charges sociales pour 2 000 euros par mois. Donc le coût pour l'entreprise, il est dans un cas de 2 900 euros pour un salaire de 2 000 euros, et dans l'autre cas de 3 600 pour un salaire de 2 000 euros. Et là, vous allez me dire, je vais tout de suite choisir la SARL. Mais ce n'est pas si simple que ça. Et on va regarder quelles sont donc les différences en termes de protection sociale et pourquoi on paye autant en tant qu'assimilé salarié par rapport au TNS. Et oui, Jérémy, on va regarder vraiment quel est l'impact justement, parce que la différence, elle est quand même importante, entre 45% pour un TNS et 80% de charges sociales quand on est assimilé salarié. Est-ce qu'on retrouve bien ça quand on regarde dans le détail la protection pour l'un ou l'autre des choix que l'on peut faire? Eh bien, si on parle de maladie hospitalisation, quand vous allez être TNS ou assimilé salarié, vous allez ici profiter de la même couverture sociale sur les remboursements pour l'hospitalisation et pour tous les risques qui concernent les maladies. Donc ça, c'est un premier point où, pour le coup, on est sur des protections équivalentes. Pour les indemnités journalières, c'est différent. Cette fois-ci, on n'a pas la même couverture. En tant que dirigeant assimilé salarié, les indemnités journalières sont égales à 50% du salaire journalier de base. Alors que pour les TNS, ils vont toucher, sous condition, une indemnité égale à 1
730e de leur revenu d'activité annuel moyen des 3 dernières années. Oui, le calcul vous paraît compliqué, en tout cas c'est moins avantageux pour les TNS ici. Ensuite, on a tout ce qui concerne la maternité et la paternité. Eh bien, pour un chef d'entreprise qui est TNS, travailleur non salarié, il va pouvoir toucher des allocations forfaitaires de repos maternel et des indemnités journalières. Comment est-ce que ça se passe dans le concret? Eh bien, vous avez une allocation forfaitaire de repos maternel. C'est 3 428 € qui sont versés à la fin du 7e mois de grossesse. Vous avez aussi des indemnités journalières. Ici, on est à 56,35 € versés les jours de cessation d'activité de leur entreprise pour les chefs d'entreprise TNS, on le rappelle, pour un minimum de 8 semaines d'arrêt. Et pour être en mesure de toucher les allocations et ces indemnités, il faut respecter plusieurs conditions. C'est 10 mois d'affiliation à la date de l'accouchement et c'est avoir arrêté son activité pour 8 semaines minimum, dont 6 semaines après la date de l'accouchement. Alors que cette fois-ci, pour les assimilés salariés, en effet, ils peuvent toucher des indemnités journalières maternité plafonnées s'ils respectent les conditions suivantes. Être immatriculé à la sécurité sociale depuis au moins 10 mois à la date de l'accouchement, arrêter son activité pour 8 semaines minimum, avoir travaillé en tant qu'assimilé salarié pendant au moins 150 heures au cours des 3 mois avant l'arrêt de travail. Et pour connaître ce montant des indemnités journalières, il y a plusieurs simulateurs, par exemple sur amélie.fr. Et on commence à arriver dans les choses qui vont être vraiment différentes entre TNS et assimilés salariés. Quand on parle d'accident du travail et de maladie professionnelle, eh bien cette assurance d'accident du travail, elle ne fait pas partie de la couverture sociale du TNS, du travailleur non salarié. Il est ainsi recommandé de renforcer sa protection sociale par d'autres moyens quand on a opté pour une SARL. Et là, on parle par exemple de prévoyance. Exactement. Et pour la pension de retraite, c'est là où est la plus grande différence, forcément, l'assimilé salarié cotise plus que le TNS. Et donc, si le TNS cotise moins pour la retraite, il a donc tout intérêt à préparer sa retraite par lui-même. Et on verra ça dans le point 4. Mais en tout cas, sachez qu'effectivement, en TNS, vous cotisez moins et vous cotisez beaucoup moins au niveau de la pension de retraite. Et dernier point qui est quand même très important à avoir en tête quand on veut lancer son entreprise et que l'on veut choisir entre SARL et SAS, eh bien c'est ce qui concerne l'assurance chômage. Ici, que vous fassiez un choix ou l'autre, il faut bien comprendre que quand on est dirigeant d'entreprise, nous n'avons pas le droit à l'assurance chômage. Ça veut dire que si vous êtes TNS ou assimilé salarié, dans aucun cas vous ne cotisez pour cette assurance chômage, ce qui veut aussi dire que l'on ne peut pas percevoir les allocations de retour à l'emploi, c'est-à-dire être inscrit à France Travail aujourd'hui. Exactement Guillaume, et oui, France Travail et non plus Pôle emploi. Allez, on arrive au point 4, je pense que sur la protection sociale, je pense qu'on a vraiment fait un tour complet et justement, on en revient à dire que la structure juridique de départ est très importante pour tout ce qui découle après. Et on arrive au point 4, pour préparer son avenir financier et protéger sa famille. Et oui, et là on l'a compris, ça va être là où le côté entrepreneurial, on va devoir aussi l'appliquer à sa vie personnelle. Car quand on est chef d'entreprise, on est moins bien protégé qu'en étant salarié. Et ce, même si on a opté pour le statut d'assimilé salarié ou que l'on est TNS. Ça veut dire que vous allez devoir vous prendre en main et prendre votre avenir en main. Il faut préparer son avenir et ça passe par de l'investissement et une structuration de son patrimoine avec une stratégie globale pour préparer sa retraite et préparer la protection de ses proches. Donc oui, pensez au plan d'épargne retraite, pensez à l'assurance vie, pensez à l'investissement locatif, pensez à investir. Car oui, vous devez préparer votre retraite par vos propres moyens. Et nous sommes là pour accompagner nos entrepreneurs dans la gestion de leur patrimoine financier, mais également dans le choix de la structure juridique et dans la stratégie de rémunération. Car oui, nous ne l'avons pas dit, mais il existe également des différences entre assimilés salariés et TNS, par exemple sur la partie dividendes. Car oui, en SAS, vous pouvez distribuer des dividendes pour n'importe quel montant, alors qu'en SARL, vous allez être restreint en fonction du capital social et sinon vous allez payer des charges sociales complémentaires. Oui, vous l'avez compris, vous devez investir et nous sommes là pour vous accompagner sur cette partie-là. N'oubliez pas également de souscrire à une prévoyance pour protéger votre famille en cas de décès, mais également pour protéger votre société. Car oui, on peut souscrire, si je le crois bien Guillaume, une prévoyance homme-clé. Et oui, parce que la question à vous poser en tant qu'entrepreneur, et c'est quelque chose que l'on rencontre très régulièrement, c'est quand on est seul à la tête de sa société. Qu'est-ce qu'il advient en tant que dirigeant si on vient à disparaître? Eh bien, c'est là où on commence à parler de prévoyance homme-clé, c'est-à-dire que vous avez une protection pour votre activité professionnelle s'il vient à vous arriver quelque chose pour que la continuité de l'activité puisse se faire. Et donc cette prévoyance homme-clé, elle permet tout simplement de protéger votre activité professionnelle pour que si vous venez à disparaître malheureusement, eh bien votre activité, elle puisse perdurer dans le temps. Ce n'est bien sûr que temporaire, mais cela peut aider dans des situations catastrophiques.
Et pour conclure ce podcast, j'ai envie de vous dire que la structure juridique impactera tout le reste. Alors vous devez absolument faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine dès que vous envisagez de lancer votre entreprise. Car oui, on va regarder le juridique, le fiscal, le social et le financier. Et ne faites pas appel à un courtier, faites bien appel à un conseiller en gestion de patrimoine. C'est très important. Et bien sûr, vous en avez deux ici qui sont Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen. Alors n'hésitez pas à faire appel à nous. Et on vous le rappelle, vous êtes nombreux à nous écouter déjà sans vous abonner, donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès à l'ensemble de nos épisodes. Et vous pouvez grandement nous aider, vous pouvez aider l'art de la gestion patrimoniale à être plus connu, à nous permettre de faire des épisodes chaque semaine avec du contenu toujours plus intéressant. Avec un simple avis, ça vous prend quelques secondes et ça nous aidera énormément. Si vous pouvez mettre 5 étoiles parce que vous avez apprécié cet épisode et les derniers épisodes, ça nous aidera encore une fois beaucoup. Et pour aller plus loin justement, vous pouvez aller écouter notre épisode 45 où on fait une comparaison fiscale complète entre la SRL, la SAS et la micro-entreprise. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.